bonjour. Peux-tu te présenter brièvement? Donc, prénom, âge, type d'handicap, situation de vie actuelle. Moi, je m'appelle Madame Martine Leroux, j'ai 68 ans, je suis actuellement retraitée. Je suis une ancienne infirmière en milieu carcéral et mon handicap, je suis atteinte d'une rétinite pigmentaire, c'est-à-dire que c'est une altération progressive de la rétine qui mène à la cécité. C'est une maladie génétique, donc on peut penser que ça vient de mes parents. Mes parents apparemment n'en étaient pas atteints. Et c'est moi qui démarre la chaîne, si je puis dire. Et c'est une maladie, donc je peux la donner à mes enfants ou mes petits-enfants. Donc ça peut sauter 2 générations. Et en même temps, je suis atteinte aussi de la maladie du Cher qui atteint les oreilles et donc qui peut aussi mener à une surdité. Voilà. Ok. Alors, quel changement as-tu remarqué dans ta vie quotidienne en vieillissant? Bah, c'est surtout suite à mon handicap. Oui. Bah, le manque, la perte d'autonomie, la perte un petit peu de joie de vivre, parce que bon, quand on perd la vue, c'est dur à ingérer ça, de ne plus avoir la perception des gens, de ne pas regarder, de ne plus voir leur visage, de ne plus voir les couleurs, le ciel bleu, la nature malgré tout qui est jolie. Tous ces paysages, ça me manque. De ne pas voir le visage de mes petits-enfants, d'uniquement, comment dire, les percevoir par le toucher. Mhm. Et puis bon, évidemment par la parole, tant que je peux entendre. Mhm. Et aussi le ras-le-bol des fois, si je puis dire, dans ma vie quotidienne, quand j'arrive pas à faire certaines choses, que je mets beaucoup plus de temps qu'avant. Bon, j'ai jamais aimé la cuisine, mais bon, la cuisine maintenant, ça m'est très 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 difficile. Heureusement, j'ai mon mari qui est un très bon cuisinier. Mais bon, dans la vie quotidienne, par exemple, les rendez-vous chez les médecins, ben, je peux pas. Je suis obligée de faire appel à lui, donc une charge énorme sur lui, qui devient un aidant au lieu d'un mari. Donc au niveau aussi de la vie de couple, ça pose quand même des problèmes, même en vieillissant. C'est difficile, enfin, c'est assez intimiste. On ne s'en rend pas compte, disons, de tout ce qu'on a quand tout va bien. La perte, surtout, donc la vue est un élément essentiel quand même, ça fait partie des 5 sens, mais c'est le premier, je dirais. Le deuxième aussi, l'audition. Bien sûr, il y a le toucher, il y a l'odorat, mais bon, ça vient bien après. Oui. Alors, ce serait quoi les principaux besoins dont tu aurais besoin, enfin, dont tu as besoin aujourd'hui? Le principal besoin, Oui. bah, d'être accompagnée pour marcher dans la rue. Bon, j'ai mon chien guide, Oui. mais bon, elle vieillit, puis mon mari aussi. Et puis des fois, honnêtement, j'ai envie d'être seule ou d'être avec quelqu'un d'autre que lui. Donc, par exemple, c'est peut-être idiot, mais quand j'ai envie de faire un cadeau, ben, je suis obligée de passer par lui. Donc, c'est... Et il n'a pas la même vision que moi, par exemple, pour acheter une robe pour mes filles ou pour mes petits-enfants, c'est pareil. Si bon, je peux éventuellement aller au centre culturel avec mon chien pour commander un livre, parce qu'avant, j'adorais les livres. Ok. Je suis une inconditionnelle de la lecture. Ça aussi, ça me manque beaucoup. Alors, on va me dire qu'il y a comment dire, les audios, mais ça n'est pas pareil. Ouais. Le support papier, pour moi, c'est essentiel. Les voix aussi, des fois, on peut tomber sur des bons lecteurs, des bonnes lectrices, mais ça n'est pas tout à fait la même chose. Alors, qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans l'accompagnement que tu reçois aujourd'hui? Donc, par exemple, déjà, quelle aide tu as actuelle, en plus de ton mari et de ton chien? Et qu'est-ce qui te faudra en plus? Bah, par exemple, même m'accompagner au supermarché, sans que ça soit lui. Je sais qu'il y a certains supermarchés qui font la proposition, mais Leclerc ne le fait pas, pour aider les clients âgés à faire leurs courses. Ça, j'en ai entendu parler.
Avant, j'aimais bien aussi les activités manuelles, mais bon, bah, j'aimais broder. Maintenant, bah, c'est plus possible. Euh, J'aimais le dessin, pareil. Ça n'est pas possible. Donc, bon, j'ai jamais été fan de sport, donc ça, pour ça, je ne suis pas réellement privée. Mais je vois pas trop, à part accompagner les personnes, oui, dans les transports en commun, le choix des courses, la culture. Oui, je sais que le musée du Louvre propose aux aveugles de toucher les sculptures. C'est génial, et tu l'as déjà fait? Non, Non? non. Ok. Mais il y a quelques années, nous sommes allés à Rome, au Vatican, Mhm. et j'ai touché comment dire, un meuble, parce que comme tous les aveugles, on a besoin de toucher. Et comment dire, le surveillant qui était dans la pièce s'est approché de moi. Il m'a littéralement invectivée, mais quand il a vu que j'avais ma canne blanche, il s'est arrêté et lui-même s'est proposé pour que je puisse toucher les meubles et les sculptures. Ah, c'est... D'accord, voilà. Ouais. Je sais que donc le Louvre, il y a un service qui le fait pour les aveugles. On peut toucher les sculptures. Après, ils ont mis en place aussi, j'ai entendu à la télé, un système d'audio et qui décrit les œuvres d'art, les tableaux, Mhm. et qui met en perspective la réalisation de la peinture avec l'histoire. Donc ça, c'est quand même génial. Dans quelles conditions le peintre a réalisé son œuvre. Ça, c'est super intéressant. Mais alors, il te faudrait une aide pour t'amener à faire Ouais. ce genre d'atelier. Ouais. C'est ça que tu aimerais. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Parce que le chien guide ne fait pas tout. Oui. Le chien, bon, il m'aide bon, pour traverser, et encore, il faut que je lui donne l'ordre, Mhm. parce que lui ne voit pas les couleurs. Mhm. C'est nous qui ordonnons, vas-y. Et il m'aide pour descendre les escaliers, pour les monter, mais il faut qu'il ait déjà préparé, si je puis dire, il faut qu'on ait déjà préparé le trajet. Ok. Il faut déjà... préparation à l'avance. Ah oui, oui, il faut qu'elle ait déjà, comment dire, englobé le trajet à faire. Donc ça, l'école de chien guide, à la limite, peut m'aider. Mhm. Mais bon, ils sont un peu débordés, hein. Ils ont beaucoup de demandes. Donc, mais ça c'est tout à fait possible. Après, ce qui pose souci pour les handicapés visuels, c'est que maintenant, ils baissent, enfin moi je parle à mon niveau, ils baissent le niveau des trottoirs. Et ils mettent des bandes podotactiles. Oui. Alors, si on n'est pas vigilant, parce que comme tout le monde, on pense à plein de choses. Et des fois, il m'est arrivé quand je suis pas avec mon chien, parce que des fois, je peux me déplacer quand même avec ma canne. Il faut que je conserve ce processus de me guider avec la canne sans mon chien. J'ai oublié que, comme il y a eu l'abaissement de la chaussée, j'ai pas eu l'idée de dire attention, je traverse. D'accord. Comprends? Oui. Parce que pour moi, la hauteur du trottoir, quand je tourne ou quand je traverse, je dis tiens, je descends le trottoir, donc je traverse. Oui. Et là, avec le déclenchement, du coup, il n'y a plus de prévention. Oui. Mais c'est important pour ceux qui sont en fauteuil roulant, bien sûr. Oui. Il faut qu'ils aient accès. Oui. Donc, à Livry, il y a des bandes podotactiles, mais il y a plein d'endroits où il n'y a pas de bande podotactile qui me prévient, attention, c'est abaissé, je vais traverser une route. Oui. Et ça, le chien ne prévient pas non plus. Bah, parce qu'elle, déjà, elle devient un peu feignante, elle vieillit. Elle a quel âge? Donc, elle a 9 ans. 9 ans, ok. Elle va être bientôt mise à la retraite dans 1 an. Les chiens guides, c'est à 10 ans. Ah, et alors, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, à 10 ans, ils sont mis en retraite. Normalement, j'ai plus le droit de la faire travailler. Mais elle reste avec toi? Oui. Ok. Oui, elle Et reste un avec moi. nouveau chien, C'est mon choix. Oui. Mais il y en a qui ne peuvent pas parce qu'ils habitent dans des tours où moi j'ai la chance d'être en rez-de-chaussée, d'avoir un jardin, mais tout le monde n'a pas cette chance. Il y en a qui vivent en appartement au 4e étage et ça pose souci parce que le chien vieillissant a des problèmes articulaires comme nous les humains. Et donc souvent il y en a, ils sont obligés de rendre leur chien à l'école de chien guide.
Et alors, est-ce que l'école de chien guide propose un nouveau chien? Alors on peut, Oui, vous on pouvez se- faire la demande. oui, on peut Ok. se mettre sur liste d'attente. D'accord. Alors l'attente c'est 2-3 ans, Ah oui. mais plus 3, plus près de 3 ans. Et il y en a, c'est un crève-cœur parce que c'est quand même, elle fait partie de la famille. Mhm. Je ne veux pas dire que c'est mon enfant, mais c'est mon petit ange, quoi. Oui. Et il y en a, c'est une douleur incommensurable. Mhm. Et après, les chiens guides, par l'école de chiens, sont placés dans une famille d'accueil qui accepte les vieux chiens. Ok. Alors, il y en a qui sont placés dans des couvents. Il y a des sœurs religieuses qui acceptent les chiens. Et il y a des familles lambda comme tes parents ou qui acceptent les vieux chiens. Mhm. Mais c'est délicat parce qu'un vieux chien, c'est comme nous, ça a des maladies. Il y en a, ils finissent avec des gros problèmes, des incontinences. Enfin, il y en a qui n'ont pas d'incontinence, hein, mais donc c'est pas évident. Ouais. Voilà. Mais alors, est-ce qu'un autre soutien sera proposé quand elle sera mise à la retraite? Qu'est-ce que tu vas faire sans le chien? Je ne sais pas, parce que justement, je suis en train de me poser la question, est-ce que je vais reprendre un autre chien? Parce que l'espérance de vie, en général, est de 12, 13, 14 ans. Mais si j'avais un autre chien, ça veut dire qu'elle, si elle est encore vivante, j'en aurais 2. Et ça fait trop. Oui, parce que j'aurais peur que la plus jeune qui me servirait de chien guide, entre guillemets, je la chouchoute plus. Je serais peut-être plus avec elle qu'avec ma petite mouve. Donc je suis un petit peu partagée. Je suis un peu partagée. Et puis je me dis, si j'ai 74 ans, 74 plus 10, ça fait 84. 84 voire plus, dans quel état je vais être physiquement, psychologiquement aussi. Est-ce que je vais pas yoyoter parce que il faut quand même s'abaisser, il faut se pencher, il faut quand même avoir une certaine gestuelle, une certaine gymnastique. Donc je sais pas, je suis vraiment partagée. Parce que après, si j'ai un autre chien guide, je me dis, si moi, il m'arrivait que je perds mon mari, que je me retrouve avec mon chien et que moi, je suis à l'hôpital ou que je décède, mon chien, bien sûr, l'école de chien guide peut-être la reprendrait, mais je suis partagée. Oui, donc c'est flou pour les années à venir. Au niveau Oui, parce que je trouve aussi c'est un peu comme un Kleenex, tu vois. On l'utilise, on se prend et puis on jette. Oui. Il n'y a pas d'autre aide que le chien guide. Non, pour m'aider à traverser, marcher. Alors je sais, il y a des fois des personnes qui peuvent venir ponctuellement, peut-être, mais bon, c'est pas... Non, c'est pas... Puis bon, c'est pas évident, hein. Moi, j'aime bien aller en forêt et tout, mais il y en a d'autres, peut-être pas trop, donc... Alors, qu'est-ce qui pourrait, d'après toi, être changé une chose qui devrait être changée dans le soutien aux personnes âgées en situation de handicap? Qu'est-ce qui devrait être changé? Alors, qui devrait changer, sans parler vraiment du physique, je dirais au niveau des droits. Que les handicapés, comme la personne lambda, connaissent ses droits. Et ça, j'ai vraiment bataillé pour avoir les éléments. C'est suite à ma demande de chien guide à l'école de chien guide de Paris, c'est en face du Zoo de Vincennes, que j'ai croisé une autre malvoyante et qui m'a dit, mais tu sais Martine, tu peux, avec ta rétinite pigmentaire et puis tes problèmes d'hypoacousie, tu peux demander faire un dossier à la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Et donc, je ne connaissais pas. Donc sans cette dame, tu l'aurais pas su, quoi. Ah non, okay. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Okay. Non, parce que mon handicap visuel, je le connais depuis l'âge de 25 ans. Et à l'hôpital, pourtant, des Rothschild, qui est la fondation Rothschild, donc, qui voit beaucoup de gros problèmes d'ophtalmo, les médecins ne se sont jamais posé la question
Au niveau social, où j'en étais, ils auraient pu me dire allez voir l'assistante sociale. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le gros bas qui blesse. Pas Moi, assez d'informations. Pardon? Pas assez d'informations. Non, oui, pas assez. Pas assez. Même pas du tout, quoi. Pas du tout. Ouais. Ils sont dans leur domaine médical, mais ils ne pensent pas au niveau social. Et je dirais même plus qu'au niveau social. Quand j'ai demandé mon dossier MDPH, pas le remplir et tout, j'avais téléphoné à Livry-Gargan, au service social, pour avoir une assistante sociale. Puis mon mari, il était débordé, il travaillait encore. Et je lui avais dit, écoutez, je suis malvoyante, est-ce que je pourrais avoir une assistante sociale pour m'aider à remplir le dossier? On m'a dit, mais madame, il faut que vous veniez. Enfin, je dis, je perds la vue là, je vois très mal. Je suis à 1/10 et pratiquement à 0 de l'autre avec un champ visuel complètement rétréci. Ah mais non, l'assistante sociale ne se déplace pas. Ah oui, d'accord. Donc, et aucune autre aide, elle non. vous avait dit qu'on Non. envoie quelqu'un d'autre? Non, Rien du tout. non. Alors ça remonte à l'année, j'étais mise à la retraite en 2003. Et j'avais fait la demande en 2003, oui, 2003-2004. Et sur Livry, rien. Alors peut-être que ça a changé maintenant, avec le CCAS de Livry, peut-être. Mais à l'époque, rien. Donc moi je dis qu'à l'annonce d'un handicap, quel qu'il soit, que ça soit à l'hôpital, en clinique, tout, les médecins sont bien gentils, ils sont dans leur, je comprends, dans leurs soins, mais ils devraient dire allez voir l'assistante sociale pour voir. Voilà. Okay. Alors il y a un petit truc que je peux donner suite à mes chiens guides, parce que la deuxième, c'est-à-dire Mouf, c'est ma deuxième chien guide. Mon école m'a tuyauté, si je puis dire, sur une fondation qui s'appelle la Fondation Sainte-Marie à Paris. Et cette Fondation Sainte-Marie, je crois, qui est à côté de l'hôpital Saint-Joseph, je crois, mais elle s'appelle Sainte-Marie. Elle s'occupe donc des déficients visuels et sur c'est au, je ne sais plus à quel étage, mais là, on a tout. C'est-à-dire qu'on a une assistante sociale, on a une orthophoniste, on a une orthoptiste, c'est-à-dire une rééducatrice éventuelle si vous avez des problèmes de vue, on peut récupérer peut-être un petit peu. On a une spécialiste de la marche, de la locomotion. Et ça, c'est important pour les personnes âgées ou pour les jeunes qui ont des problèmes moteurs. Et on a aussi un psychologue. Alors bon, le psychologue, je ne m'étendrai pas dessus. Moi, les psychologues, je suis un petit peu... Ça ne matche pas. Bah, celui que j'ai trouvé, c'était pas terrible. Donc, j'irai pas plus loin. Mais disons que cette fondation peut permettre un petit peu de dépoussiérer. Alors peut-être qu'ils font d'autres handicaps, je ne sais pas. Mais, et c'est gratuit et c'est pris par la sécurité sociale. Et ça, tu l'as découvert il y a longtemps? Eh bien ça, je l'ai découvert suite à la demande de Mouve, mon chien guide, parce que c'est l'école qui m'a dit, Mme Leroux, il faut que vous preniez des cours de locomotion avec votre canne, parce que bon, quand on a un chien guide, on a tendance à plus savoir servir de sa canne, parce que c'est tellement bien un chien guide. Okay, ça fait, je ne vais pas dire tout pour nous, mais ça s'arrête en face des passages cloutés, ça nous avertit quand il y a un trou dans la chaussée, ça nous avertit quand il y a un poteau. Ça ne fait pas tout, mais ça enlève bien 80% des problèmes. Et puis en plus, le fait d'avoir un chien, les gens... Ils disent « Oh, qu'est-ce qu'il est beau, votre chien !» Ils rentrent en relation avec vous. Ils en ont strictement rien à cirer de vous. Vous pouvez vous être cogné, mais ils ne s'occuperont pas de vous, ils s'occuperont d'abord du chien. Oui. C'est un peu une entrée en matière, le chien. Okay. Donc, au niveau de la sociabilisation, c'est génial. C'est top. Okay. C'est génial. Donc, il y a ça, la Fondation Sainte-Marie, si je puis tuyauter d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai eu? Ah oui, j'ai eu aussi, suite à la MDPH, on m'a envoyé un courrier
mais ça c'est pareil, suite à Move, ça a un peu évolué quand même, hein, dans le bon sens. C'est l'association Remora. Je ne sais pas si tu connais. Non, du tout. R-E-M-O-R-A. Du tout. Alors pareil, ils s'occupent aussi des personnes déficientes visuelles. Alors ça peut aussi... Pardon. Il y a une infirmière, il y a une orthoptiste. C'est un petit peu moins évolué qu'à la Fondation Sainte-Marie, mais c'est pas trop mal. Et il y a une personne qui s'occupe de la locomotion, donc pour aider un peu les personnes à apprendre à se déplacer avec une canne blanche dans leur parcours un petit peu quotidien. Ok. Et pareil, ça c'est gratuit. Mais il y a les gens, comment ils l'apprennent ça? C'est en faisant des demandes? Eh bien, c'est par la MDPH, la Ok. Maison départementale des personnes handicapées, Ok. qui est à Bobigny. Ouais. Tu connais? Oui, oui. Voilà. Ils m'ont envoyé un courrier un jour et puis ils m'ont dit, est-ce que vous accepteriez d'aller, qu'on prenne rendez-vous avec vous? Donc je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc il m'a lu, il m'a dit, c'est encore du baratin. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, finalement, c'était peut-être du baratin sur la feuille, mais en réalité, c'était pas mal parce que moi, en tant qu'infirmière, quand j'ai été reçue, été reçue par une infirmière très sympathique. Et elle ne s'est pas cloisonnée uniquement dans son rôle d'infirmière, elle parlait aussi des problèmes un peu sociaux, mais elle a bien débroussaillé parce que, bon, moi je connais un peu au niveau maladie, mais comme elle dit, il y en a qui ne connaissent pas. Le fait de perdre la vue, il y en a qui perdent la vue parce qu'ils sont diabétiques, il y en a qui ont de l'hypertension, donc elle a bien ciblé. Ok. Donc ça a été une grande aide. non, c'était très bien. Ouais. Remora, R-E-M-O-R-A. Ouais. Alors, c'était à l'époque à Bobigny. Alors, je ne sais pas s'ils ont... À Rosny, pardon. Oui, oui, Rosny-sous-Bois. C'était quel tour? C'était la tour en face, je ne sais plus. C'est les tours à Rosny-sous-Bois, c'est juste en face du centre commercial. Ok. Non, c'était pas mal. Bah, ok. Bon, bah, c'est super. J'ai plus de questions, mais si tu souhaites rajouter quelque chose. Bah, je dirais que moi, dans mon cas, ah oui, s'il y en a d'autres comme moi qui ont cette maladie-là, la rétinite pigmentaire, pareil. Je fais partie d'une association qui s'appelle Retina, comme rétine, mais avec un A, Retina France, et qui m'ont, comment dire, qui me donnait entre guillemets à la lecture, parce que c'est encore mon mari qui me le disait, qui me disait que bon, j'avais été suivie à l'hôpital Necker pour cette maladie, et maintenant je vais à l'hôpital des 15-20 à Paris, et là il y a une dame qui s'appelle le docteur Palacci, P-A-L-A-2-C-I, qui s'occupe spécialement de ma maladie, de cette maladie, la rétinite pigmentaire. Elle suit d'autres. C'est les maladies, comment dire, comment on appelle ça, Gilou? De quoi? Les maladies rares, voilà. Les maladies génétiques rares et qui atteignent la vue. Donc elle est spécialisée dans ça. Oh ouais, mais elle en fait d'autres, hein, maladies, mais celle-là particulièrement. C'est ça, Samsara Remora. C'est Palacci, hein? Ouais. P-A-L-A-2-C-I. C'est juste en face de la tour. Juste en face, ouais. Je vais taper ça. Pareil. Si tu es amené à rencontrer d'autres personnes qui ont le même problème que moi ou qui ont des problèmes de vue, pareil, la consultation, elle est gratuite. C'est un hôpital à but non lucratif et on te demande juste la carte de sécu et encore. Et il paraît qu'il y a plein de personnes qui viennent du monde entier. Ah. Voilà. On fait la recherche des gènes. Oui, la recherche des gènes. Ah oui, c'est ça, plus important. Parce que vu que j'ai 2 filles, moi je crève de trouille, je puis dire, je ne vais pas dire que j'ai peur, je crève de trouille depuis leur naissance, qu'elles aient ma maladie. Donc j'ai appris récemment, grâce à cet hôpital-là, grâce à cette doctoresse, que depuis 3-4 ans, on pouvait maintenant identifier
c'est même pas c'est les gènes, parce que ça atteint plusieurs gènes, grâce simplement à une prise de sang. Ah, La recherche, pareil, la prise de sang est gratuite. Je ne sais pas combien de temps elle va être gratuite, combien de temps ils vont pouvoir le faire, parce que c'est une recherche qui coûte très très cher. ok. Et je crois que les prélèvements sanguins sont envoyés à Montpellier. Mais vu les problèmes de sécurité sociale, je ne sais pas s'ils le feront longtemps. Mhm. Mais ils peuvent le faire que sur la personne qui est atteinte, les parents. D'accord. Voilà. Donc moi, on m'a fait la recherche. Une de mes filles l'a fait dans un autre hôpital avec son mari pour voir si... bon, c'est sûr, ma fille est peut-être porteuse saine, parce que pour le moment, elle n'a pas déclenché la maladie. Ok. Peut-être qu'elle va passer à travers. Et mon gendre ne l'a pas, donc en principe, mes petits-enfants de ce côté-là, je croise les doigts, Ouais. en principe n'auront rien. Voilà. Ma deuxième, là, elle est en cours de le faire. On n'a pas les résultats encore. Non, elle va le faire demain, la rendez-vous demain à Créteil, Ok. à l'hôpital de Créteil. Et elles ont quel âge? Alors, la grande, elle a 38 et la petite, elle a 35 bientôt. Ok. Voilà. Et moi, je milite, je suis absolument pour cette prise de sang parce que, bon, bien sûr, on peut devenir aveugle, on peut devenir sourd, mais je dis que c'est primordial de le savoir. Alors, bien sûr, ça démoralise, mais est-ce qu'il vaut mieux pas le savoir très tôt, de manière à ce que nos enfants, ben, s'ils veulent faire, je vais dire n'importe quoi, un métier qui nécessite une vision très bonne, si on peut pas, s'il est porteur de ça, c'est pas la peine. Pour se préparer, quoi. Bah oui, Mm. ah oui, bien sûr. Alors ils peuvent être porteurs sains et pas déclencher la maladie. Mais s'ils rencontrent leur binôme, si je puis dire, dans le cas de mes parents, apparemment, bah, ils m'ont dit vous démarrez la chaîne et maintenant ils me disent bah, peut-être que chacun avait un gène. Ils ne savaient pas. À l'époque, on ne faisait pas la prise de sang. Ouais. Et moi, mon père est mort à 90 ans, ma maman est morte à 70. Et ils avaient une très bonne vue. Donc Ok. certainement, ils disent peut-être qu'ils étaient porteurs sains tous les deux, mais ils avaient le gène de la maladie. D'accord. Voilà. Tant que ça se C'est pas dépend. sûr parce que ta soeur, elle l'a pas. Oui, ma sœur ne l'a pas. Bah oui, c'est pas à tous les coups, hein, heureusement. Et ça peut sauter une génération? Ouais, Ok. ouais, Ok. voire peut-être deux. Ok. Bah, on n'en est qu'au tout début hein, de la génétique. Mm. Après, la question, est-ce que c'est bien de savoir? Est-ce que c'est bien de ne pas savoir? Ouais. Des avis mitigés, mais... Ça, c'est le gros problème. Mais moi, je dis qu'il faut savoir quand c'est des maladies. Bon, c'est gênant, c'est très gênant, mais bon, des maladies, on sait qu'on va finir dans d'atroces souffrances, c'est pas la peine. La vie, c'est de courir, d'aimer, de manger, de respirer, d'être heureux. Et d'être heureux, c'est quoi? Ça passe aussi par le fait d'être en bonne santé. Ouais, Puis d'avoir toute sa tête, tous ses neurones, hein, c'est ça. Donc, voilà. Voilà. Merci. J'étais peut-être trop vite. Non, pas du tout. Non. Non. C'était parfait. Ouais. C'est complet. Ouais. Bah, merci beaucoup. Mais écoute, si tu rencontres d'autres personnes qui ont ma saleté, ma saloperie, tu leur dis, s'ils ont des enfants, des petits-enfants, qu'ils aillent à, comment dire, à l'hôpital des 15-20. Oui. Le docteur Palacci. Oui.